Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce podcast. On commence à avoir l'habitude d'écouter ce podcast et nous de le faire. On aime bien faire ça avec Jean-Emmanuel. Podcast Ungar avec bien évidemment Jean-Emmanuel là. Bonjour Jean-Emmanuel. Et bonjour. Ça faisait un petit moment quand même là. C'est vrai que ça faisait un petit moment, mais quand même, on avance petit bout par petit bout sur des thématiques qui nous. Content de se retrouver. Ouais, sur des thématiques qui nous préoccupent. Et là, aujourd'hui, on avait envie d'évoquer l'auto-hypnose plus particulièrement. Pourquoi l'auto-hypnose ? Pourquoi tu tiens, toi, Jean-Emmanuel, à l'auto-hypnose ? Parce que tout simplement, dans la dynamique réparatrice des émotions, quand on va discuter avec son inconscient pour se faire du bien, ce qui compte le plus, c'est pas ce qu'on fait pendant l'hypnose, c'est comment on va l'entretenir après. À savoir que si on discute avec nos parties et qu'on fait des négociations, des compromis, qu'on libère des émotions, qu'on leur dit qu'on va y retourner, si ensuite pendant 1 an on ne fait rien, on va avoir son corps à l'intérieur, son inconscient qui s'affole et qui va appeler à l'aide de manière ou d'autre. Et pour éviter ça, il faut un certain entretien. Et pour entretenir, on utilise l'auto-hypnose. C'est-à-dire, on va aller moins loin certainement, mais on va quand même discuter avec son inconscient et pouvoir avancer tout seul. Tu veux dire donc qu'entre les séances, on a des devoirs à faire. Il y a des fois, moi j'ai des clients qui me disent « j'ai pas fait mes devoirs ». Je les gronde un peu quand même. Oui, c'est ça. C'est un petit peu des devoirs et en même temps, il ne faut pas que ça soit fait comme des devoirs. Il faut que ça soit fait avec la compréhension de l'intérêt qu'il y a derrière pour soi et pour son corps. Et en général, au début, ils comprennent peut-être pas forcément, ils le voient comme des devoirs, mais le but c'est que rapidement, ils s'en imprègnent comme une habitude, comme un rituel, comme quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Et alors ce que tu dis, c'est parce que entre les séances ou même parfois tu dis 1 an plus tard, c'est que le corps il va avoir besoin d'exprimer un certain nombre de choses et qu'il n'y aura pas de répondance, il n'y a pas d'auto-hypnose en fait. C'est un petit peu comme si dans la vie de tous les jours, dans nos routines, on n'incluait pas trop notre inconscient ou pas du tout. Quelquefois, on va faire des choses qui sont bonnes pour notre corps, que ce soit l'activité physique, que ce soit faire attention à son alimentation, etc. Mais son inconscient, en termes de psyché, de qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, etc., c'est vrai qu'on ne s'en occupe pas. Et l'idée, c'est à un moment donné de trouver des petits créneaux aussi à lui accorder pour aller voir un petit peu comment il fonctionne, de quoi il a besoin, et voir justement comment on s'occupe bien d'un inconscient. Donc c'est ça en fait, c'est que l'inconscient il a besoin qu'on s'occupe de lui et dans l'auto-hypnose on va lui demander de quoi il a besoin, où est-ce qu'il en est, si ça va là-bas. C'est ça. Comment ça se passe, c'est ça. Surtout quand on a fait un gros travail émotionnel récemment en hypnose accompagnée, derrière on est quand même intéressé de savoir si ça se passe bien, si tout se passe comme il faut, s'il y a des petites résistances, des petits blocages, des protections, des peurs. Et finalement, se tenir au courant des chantiers internes, ça peut être quand même super intéressant. On peut lui poser toutes les questions qu'on veut. L'idée étant justement de lui poser des questions. Et quelquefois, même, je dis à mes stagiaires, ce qui est important, c'est pas la question que vous allez poser, ni la réponse qu'il va vous donner, c'est simplement le fait de poser la question qui compte. Puisque quelque part, on garde du lien, on garde une connexion, on garde une capacité à accéder à lui. Et le jour où on a une vraie question à lui poser très importante, c'est toujours ouvert. Alors que si on le fait pas, ça a tendance à se refermer assez vite quand même. Donc l'intérêt, en fait, finalement, c'est de maintenir une relation, en fait, entre le conscient et l'inconscient. Exactement. Et du coup, donc je comprends l'intérêt, en tout cas, du conscient, d'aller interroger l'inconscient pour voir si tout se passe bien après des libérations émotionnelles, etc. L'intérêt de l'inconscient, c'est quoi exactement ? Le fait de faire des mouvements comme ça, alors qu'il n'y a pas d'hypnothérapeute, il peut faire remonter un certain nombre de choses, un certain nombre d'émotions aussi, de messages. Ou est-ce que c'est juste un temps pour lui où il va simplement faire des mouvements idéomoteurs Je dirais que les deux sont essentiels, autant l'un que l'autre. Je crois qu'il est vraiment important de le considérer un petit peu comme un être à part entière qui va avoir besoin de connexion mutuelle, qui va avoir besoin de nous aider, de montrer qu'il nous protège, qu'il est là avec nous, mais qui va aussi avoir besoin de l'inverse, qu'on soit aussi là pour lui, qu'on lui laisse du temps disponible, qu'on le laisse juste des fois faire ce qu'il a envie, même si ça nous parle pas, même si on ne comprend pas. Pourquoi je vais devoir rester 20 minutes là à avoir les bras qui bougent ? Je comprends pas, mais mon inconscient me dit que c'est bon pour lui. Je sais que je vais lui laisser ces 20 minutes en quelque part comme un cadeau, un remerciement,
parce que je sais qu'en échange, il va y avoir une entraide, il va y avoir des apports mutuels de l'autre côté. Et c'est cette relation un petit peu qu'on cherche à la fois à considérer au départ et puis ensuite à conserver le plus longtemps possible. Mhm. La question que je me posais, c'était quand pendant la séance, on a finalement des manifestations de plusieurs parties inconscientes. À ce moment-là, en auto-hypnose, est-ce qu'on en convoque une, on en convoque plusieurs? Est-ce qu'on laisse venir et on voit qui vient? Comment ça se passe? Je pense que ça va dépendre de l'habilité de l'hypnotiseur derrière. C'est-à-dire que quand on a des personnes qui font de l'auto-hypnose comme des personnes qui ont été voir un hypnothérapeute qui leur donne des devoirs, je pense que vouloir s'attarder à discuter avec une, deux ou trois parties d'un coup, ça fait un peu beaucoup. Déjà, on voit nos stagiaires, des fois au bout d'un an, ils ont du mal à tenir une conversation avec plusieurs parties parce que ils perdent un peu le fil. Je pense que c'est très 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 compliqué en auto-hypnose à faire, donc il faut être un minimum aguerri pour pouvoir faire ça. Pour les personnes lambda, une par une, à mon avis, c'est déjà bien. Et si jamais elles se bousculent au portillon, de leur expliquer gentiment qu'on ne sait pas faire et qu'il va falloir passer une par une, tout simplement. D'accord. Donc c'est une par une. Ok. Je pense que c'est préférable, oui. Très bien. Donc les parties inconscientes arrivent, se présentent, se disent est-ce que je peux parler ou est-ce que je peux prendre de la place, est-ce que je peux venir et parce que j'en ai besoin. Et donc la première arrivée, la première servie. Ça va être un peu ça, et puis, oui. oui, ça va être un peu ça. Et puis après, si jamais il y a d'autres parties qui se manifestent, eh bien on peut leur donner rendez-vous pour la prochaine fois. Et du coup, quelle fréquence, Jean-Emmanuel, d'auto-hypnose? Est-ce que c'est tous les jours, ou plusieurs fois par jour, ou tous les 2-3 jours? Comment on fait? Là encore, ça va dépendre des gens. Je dirais que ceux qui arrivent à avoir une certaine rigueur, une certaine discipline, le faire un peu tous les jours, c'est génial. Et puis il y a des personnes comme moi qui n'y arrivent pas. Faire un truc pareil tous les jours, pour moi, c'est pas possible. Donc ça va être plus irrégulier. Ça va être quand je sens que mon corps m'appelle un petit peu à l'aide. Alors c'est vrai que de temps en temps, il peut aussi y avoir une sorte de cadeau de tiens, j'ai un peu de temps, je vais le consacrer à mon inconscient et on va aller discuter un petit peu. Je vais le laisser faire un peu ce qu'il veut. Mais c'est vrai que quand on a des agendas très remplis, ça se transforme très vite en l'inconscient qui appelle en disant oh, ça fait un petit moment, là, va falloir venir me faire un petit coucou. Et puis si je l'écoute pas, l'appel à l'aide s'amplifie, s'intensifie en mode ça va faire 3 semaines là mon coco. Si tu veux continuer à être bien, vraiment bien, va falloir venir me voir. Et puis à un moment donné, je me décide. Donc ça va être des fois ça va être tous les jours, des fois ça va être une fois toutes les 2 semaines, des fois ça va être. Mais l'important, je pense, c'est la régularité sur le temps. C'est-à-dire que quand au début on l'a fait très souvent, l'inconscient est en confiance. C'est-à-dire même si je le fais pas pendant un mois, mon inconscient sait que je l'abandonne pas et que je reviens et que j'ai juste besoin de temps en temps, quand il y a des chantiers dans la vie sociétale, comme en ce moment des fois, c'est vrai qu'il peut y avoir des espaces un petit peu plus longs, mais je sais que derrière, il n'y a pas forcément d'animosité puisque il y a une confiance qui s'instaure, qui s'installe avec le temps, et plus on en fait longtemps de manière régulière, plus on peut le faire de manière irrégulière sans aucun souci. Et du coup, ça dure combien de temps une séance d'auto-hypnose ? Une séance d'auto-hypnose devrait durer selon moi entre 5 minutes et 1 heure, rarement plus, parce qu'après on est quand même fatigué et puis ça fait beaucoup de temps. Et moi ce que je recommande aux personnes à qui j'enseigne la méthode Onkar, c'est vraiment de respecter l'équilibre naturel sociétal, c'est-à-dire être moi dans mon conscient sociétal bien plus en termes d'horaire et de temporalité que mon inconscient sur scène. Et que si on se met à faire 2 heures d'auto-hypnose tous les jours, c'est dur ensuite d'aller à une réunion professionnelle avec que des gens analytiques, logiques, fermés à leurs émotions. Ça devient hyper complexe. Donc ce que je recommande moi souvent, c'est d'adapter les temps d'auto-hypnose par rapport au type de vie que l'on a. Si on a une vie, on va dire, un peu plus reculée, retranchée, pépère, bien connectée à soi, à la nature, on peut se permettre d'en faire beaucoup plus. Quand on a une vie sociétale bien rangée, avec métro, boulot, dodo, et avec la famille, et avec ceci, et avec cela, et que c'est hyper chargé, il vaut mieux que l'auto-hypnose, ce soit des temps courts, qui ne laissent pas trop de place à l'aspect émotionnel, sinon ça peut vite créer des petits désordres, et là il vaut mieux être accompagné dans ce cas-là. Quelle sorte de désordre du coup ? Quels pourraient être les... Trop d'auto-hypnose par rapport à son type de vie va à un moment donné... avoir comme conséquence l'inconscient qui appelle un petit peu plus souvent à l'aide.
C'est-à-dire que si on lui donne finalement un rythme de confort, de bien-être, d'accueil, d'écoute, des émotions, des sentiments, etc., et puis que du jour au lendemain, on part 2 mois bosser et non-stop et qu'on le met de côté, il y a vraiment une sorte à l'intérieur d'appel à l'aide qui va s'exprimer très fort. Ça peut être des migraines, ça peut être des grosses sensations de fatigue, des insomnies. Donc il y a un côté, je pense qu'il faut être raisonnable dans le sens ne pas vouloir faire 3 heures par jour pendant 3 semaines et puis après plus rien parce qu'on est démotivé et qu'on n'en veut plus, quoi. C'est vraiment là, on est vraiment en train de parler de notre intérieur, et je pense que ça vaut d'y aller lentement, progressivement, peut-être de monter dans la temporalité, mais de pas vouloir faire trop vite en mode je vais rattraper le retard, puisque derrière il faut assumer dans la vie de tous les jours que quand on a son inconscient qui est plus présent, il se manifeste davantage. On l'entend un peu plus. C'est la question que j'allais te poser sur ces appels à l'aide, comment ils se manifestaient. Donc tu parles de migraine, tu parles d'état de fatigue. Est-ce qu'il y a d'autres éléments ? L'idéal, c'est quand on arrive à faire en sorte que son inconscient ne nous appelle que par des intuitions et des choses très légères et très gentilles, et voire même des sensations d'amour, comme si ton inconscient il te mettait un gros frisson d'amour à l'intérieur et que tu dis « Oh, il essaye de m'appeler, il essaie de me dire quelque chose ». Ça, c'est idéal. Ça, ce serait l'idéal. Voilà, ça, oui. C'est quand on a un entretien régulier et son inconscient qui se sent bien. Alors, certes, on a toujours toutes nos merdes à l'intérieur, mais le simple fait qu'on soit dans la direction de créer cette connexion, de garder une écoute attentive, en fait, ça soulage, ça apaise énormément à l'intérieur. Ça, c'est l'idéal. Dans les autres cas, ça monte petit à petit en puissance et en intensité, mais comme on le voit déjà dans la vie de tous les jours, sans auto-hypnose, c'est juste que les personnes ne se rendent pas compte. Quand elles ont une migraine depuis 20 ans, elles se posent pas la question d'où ça vient. Quand elles ont des douleurs, etc., elles se posent pas la question d'où ça vient. Et je parle bien de douleurs qui ne sont non physiologiques, qui sont purement psychosomatiques. Et les symptômes, quand ils disparaissent parce que tout va bien et qu'au bout d'une semaine ils réapparaissent, on les sent venir, on les sent passer. Il y a un truc de « oh merde ». Et c'est ça souvent que j'appelle moi l'appel à l'aide. C'est genre j'ai pas de symptômes, tout va bien, puis tout d'un coup, paf, un truc qui me tombe dessus. Alors qu'il y en a beaucoup dans la vie de tous les jours, ils sont tellement habitués à leurs symptômes qu'en fait, ils vivent avec. Il peut y avoir, tiens, je réfléchissais au type de symptômes, il peut y avoir aussi des gratouilles, ça peut être des sensations internes, des sensations de chaleur, ça peut être des images aussi qui remontent pour ceux qui ont un bon imaginaire, comme un inconscient qui fait coucou de manière imaginaire, ça peut être plein de choses, chacun il peut y trouver sa manière de faire. Et là j'avais une personne qui me racontait un petit pincement à l'épaule quand son inconscient l'appelait. C'est original, c'est pas très courant, et en même temps une vraie sensation de pincement. Donc voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont en général plus soft que des appels habituels quotidiens qu'on peut avoir depuis des années. Il faut savoir les reconnaître en fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut communiquer, parce que notre inconscient ne parle pas vraiment notre langage, et pas le même en tout cas, et il a besoin de communiquer à sa manière. S'il cherchait à communiquer à notre manière, on l'entendrait jamais. C'est un peu ce qui se passe pour beaucoup. C'est je vais mal, mais je ne sais même pas pourquoi. Sous-entendu, mon inconscient va mal, mais il ne peut même pas me dire pourquoi. Son vocabulaire, il passe à la fois par le psychique, par le physiologique, pour pouvoir exprimer, et même, on va dire, de la manière symbolique aussi. Tout à fait. Pour exprimer, en fait, le sens. Alors, du coup, on va chez l'hypnothérapeute, on trouve le moyen, le sens, surtout les raisons de la maladie, ou le sens qu'elle a, en tout cas, le sens symbolique qu'elle a, cette maladie, et puis ça disparaît, on est content, mais quand même il faut garder le lien par l'auto-hypnose, parce que sinon ça revient, et ça revient même parfois plus fort, mais ça revient. Du coup, on pourrait se poser la question de savoir finalement, est-ce qu'on n'est pas dépendant là de cette relation? Après, alors là, je parle pas de tout l'aspect médical, pathologie, etc. Moi, c'est plus dans l'entretien du quotidien, etc. Parce que je pense pas que dans ce cadre-là, ça puisse être on va dire, rapporté à la personne et à se débrouiller tout seul. Il y a vraiment aussi tout l'aspect médical à prendre en compte, dont là, on ne va pas parler clairement. Donc, ça mis de côté sur quelque chose, on va dire, de plus anodin, de plus quotidien.
J'ai oublié la question du coup. Le rappel me paraissait tellement important que j'en ai oublié la question. Oui, non, tu fais bien de le rappeler. Non, j'étais un petit peu taquin sur l'idée Ah, finalement si ça de revient. la dépendance à l'inconscient et dépendance à cette relation finalement, parce que dès qu'il n'est pas d'accord avec nous, hop, il nous fait mal et puis du coup on se laisse Ça doit toujours. agir, on se Pardon. laisse traverser par ça. On pourrait penser qu'on a une relation un petit peu de dépendance, une relation un petit peu finalement toxique avec cet inconscient. C'est clair qu'on pourrait aussi le voir comme ça. La réalité, malheureusement pour notre inconscient, c'est qu'à tout moment on peut refermer. Et ça reste en fait l'ouverture vers l'inconscient, ça reste un choix, ça reste une hygiène de vie. C'est comme quelqu'un qui va faire du sport une fois par jour. Certes, il crée une dépendance parce que ça lui fait du bien, mais en soi, il arrête quand il veut. S'il veut arrêter demain de faire du sport, il arrête demain. C'est pas une dépendance dans le sens je le vis mal puisque c'est quelque chose qui m'apporte du bien. Donc dans ce cas-là, on appellera ça plutôt une ressource. C'est-à-dire j'ai découvert quelque chose dans ma vie qui tous les jours peut m'apporter du bien, du mieux. C'est à voir dans ce sens-là, je pense. Mais de la même manière que certains peuvent faire du sport à outrance pour finalement cacher des choses qui vont pas bien et à un moment donné aller dans une forme de dépendance où arrêter le sport n'est même plus possible. Et là, ça devient dangereux. Et à mon avis, l'hypnose, c'est pareil. C'est-à-dire que si à un moment donné, on utilise l'hypnose non pas comme un outil de réparation et d'aller voir ce qui va mal à l'intérieur pour aller mieux, mais qu'on l'utilise seulement dans un but d'enfouir les émotions, de cacher, de faire style tout va bien, je vais bien, en ayant une hypnose qui soit plus dans l'aspect travailler sur le mieux-être sans forcément travailler sur ce qui va pas bien, là je pense qu'on peut créer davantage une dépendance. Parce que si j'arrête d'être avec mon inconscient, je vais mal. J'ai tous les trucs qui allaient pas bien qui vont ressortir. Alors que si je cherche à réparer au fur et à mesure, si demain j'arrête, bah finalement je reprends ma vie là où elle est maintenant en ayant arrêté. Donc je vais quand même avoir des gains par rapport à il y a 5-10 ans, je vais avoir des capacités que j'avais pas. Si par exemple j'arrive davantage à bouger, à danser parce que j'ai libéré mes émotions, si demain j'arrête de communiquer avec mon inconscient, je vais pas arrêter de savoir bouger. Ça va pas partir. C'est Par contre après l'hygiène de vie, c'est de dire est-ce que j'en veux pas un peu plus encore et encore et encore. Jusqu'où je peux aller pour apprendre à me découvrir et à m'ouvrir et c'est où que ça s'arrête en fait. Et c'est ça en fait qui est boostant. C'est pour ça qu'en selon moi il n'y a pas cette notion de toxicité. Évidemment, et on pourrait me rétorquer aussi que de toute façon nous sommes dépendants de notre inconscient puisque ça fait partie de nous et qu'on n'a pas le choix. Et que si on vient voir l'hypnothérapeute, c'est bien parce qu'il y a déjà une problématique liée à notre inconscient. On y est un peu collé, J'ai effectivement, on n'a pas trop le choix de s'en ouais. libérer. Ouais. Une autre question taquine qui me vient aussi. Pourquoi en fait, finalement, on oublie de faire de l'auto-hypnose? Genre, il est passé 15 jours, dire, oh, c'est vrai, j'ai même pas pensé une seule seconde, alors que sans doute il devait y avoir des appels ou des rappels de l'inconscient. Et puis que l'inconscient, quand même, dans le cadre d'addiction ou dans le cadre de tous nos comportements, finalement, il agit, il nous fait agir, il nous fait faire des choses. Pourquoi il nous fait pas de la même manière, il nous fait pas faire de l'auto-hypnose? Pourquoi il y aurait pas ce comportement-là aussi? C'est vrai? Je suis persuadé aujourd'hui que l'auto-hypnose, elle est davantage dans une dynamique d'ouverture au côté émotionnel, au côté créatif, au côté recherche de bonheur, etc. Mais on a aussi tout un pan de vie qui est consacré à la vie sociétale, au groupe, à maintenir sa survie économique, voilà, son intégration dans le groupe de la société. Et tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et quelquefois, être ouvert à ses émotions n'est pas forcément en adéquation avec cette intégration dans le groupe. Je vais prendre mon exemple là dernièrement où j'ai dû assurer administrativement la vente de mes locaux, toute la réorganisation de l'entreprise, de comment on va faire les formations, où est-ce qu'on va les faire, qu'est-ce qu'il y a à faire comme travaux, comment les organiser, qui appeler pour la nourriture, les restos, comment on gère tout ça. Enfin bref, il y a tellement de choses à gérer côté sociétal qu'à un moment donné, l'ouverture aux émotions n'est pas la priorité. Alors que par exemple, l'ouverture aux émotions de savoir est-ce que je vends mes locaux, est-ce que je les garde, qu'est-ce qui me parle, où est-ce que je vais, dans quelle direction je vais, là l'auto-hypnose elle a été colossale pour moi et indispensable de savoir quelle est la décision que je dois prendre qui me convient le mieux dans mes tripes, dans mon cœur. Là l'auto-hypnose, voilà, j'en ai besoin, et même de l'hypnose tout court. Alors que quand il y a un aspect vraiment très difficile sociétalement et qui prend tout le temps, là, à un moment donné, on a besoin d'être nous-mêmes dans une dynamique de vigilance beaucoup plus forte. Et donc, on repart dans une posture différente.
Après, ce qui est important, c'est de savoir re-switcher et de dire, tiens, là, maintenant que ça y est, c'est vendu, maintenant que la première formation s'est bien passée, post-vente des locaux, bon, bah maintenant, est-ce que je peux pas justement aller voir mon inconscient, me poser un peu, profiter, lui laisser prendre de la place? Et ce sont ces switches-là qui sont très, très importants à prendre en compte. Alors que si on est dans une dynamique totale émotionnelle en disant je veux mes émotions, je veux mes émotions, je veux mes émotions, on oublie que des fois il y a des périodes où c'est bien de se protéger aussi de ces émotions, mais pas dans le sens je les enfouis, je les cache et je veux plus en entendre parler, mais dans le sens là momentanément c'est pas le moment, mais par contre je les oublie pas, après je vais les voir. Mais tu comprends que mon interrogation quand même par rapport au comportement qu'impulse l'inconscient, Ah bah complètement. il y a des moments où en fait il le fait pas pour l'auto-hypnose et ça c'est quand même une question que mais je me pose, parce que je pense que quand on est dans l'urgence de la personnalité vraiment sociétale qu'on assure, notre inconscient n'a pas la force suffisante pour appeler de l'autre côté, sur le côté émotionnel. C'est comme si on l'écoutait pas, on l'entendait pas. Peut-être qu'il lance ses appels, mais qui sont juste malheureusement pas perçus et même pas peut-être remontés à la surface, puisque justement on est à la fois l'inconscient côté émotionnel, mais on est aussi la conscience analytique qui a besoin des fois de prendre complètement la place, 100% de la place, et on n'entend plus rien. Et là, ça demande on peut être très très pris. Oui, pardon, excuse-moi. Non, je dis, ça demande une attention finalement de se dire tiens, est-ce que j'ai pas oublié le copain là à l'intérieur et d'aller le voir un petit peu parce que ça fait un moment. Mais on peut être très pris sociétalement et pourtant avoir des comportements générés par l'inconscient importants. Je pense aux addictions, à la cigarette, aux compulsions alimentaires, etc. On a beau être pris sociétalement par des problématiques sociétales, d'être vraiment dans des aménagements, et pourtant on continue de fumer, on continue de manger du sucre, etc. Mais là, dans ce cas-là, ce ne sont pas des comportements nouveaux qui arrivent, ce sont des comportements qui sont déjà là, donc ils ne font qu'être maintenus. Je serais étonné, par exemple, que quelqu'un qui a l'habitude de faire de l'auto-hypnose en écoutant son inconscient régulièrement, à un moment donné, il est investi dans le côté sociétal parce qu'il y a des choses à organiser et beaucoup de vigilance à avoir. Je serais très étonné qu'il développe des comportements addictifs juste pour ça. Je serais très 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 étonné parce que l'inconscient, se sentant en confiance, il va attendre gentiment que les 15 jours, 3 semaines passent, et quand ça s'apaise, là il va appeler à l'aide, il va dire oh maintenant c'est mon tour, et si la personne ne réagit pas et continue dans la dynamique sociétale à fond et oublie complètement son aspect émotionnel, là ça va commencer à s'agiter un petit peu à l'intérieur, ou au contraire à se fermer complètement. Là encore c'est difficile de le prévoir. Mais toujours est-il que si le comportement n'est pas déjà là, je pense pas qu'il va venir s'ajouter juste parce qu'on n'a pas fait d'auto-hypnose pendant 2 semaines, quoi. Mais tout de même, quand même, tu parlais de migraine, de fatigue. Ça, pour moi, ce sont dans les cas extrêmes où on n'écoute pas son inconscient et qu'à un moment donné, ça s'agite. Ça s'agite à l'intérieur, comme si finalement on faisait le choix d'écouter son inconscient, mais tellement rarement que ça le frustre et qu'il a quand même suffisamment de place pour appeler à l'aide. Maintenant, si on veut fermer la porte, c'est simple, hein, on fait plus d'hypnose. Et pour les personnes, on va dire, lambda, les symptômes de ce genre s'éteignent. En tout cas, ils s'éteignent sous la forme de l'appel à l'aide de l'inconscient. Après, ces symptômes de migraine, etc., ont aussi beaucoup d'autres raisons, qu'elles soient physiologiques. Et dans ce cas-là, aller consulter, que ce soit émotionnel. Et dans ce cas-là, on peut aller voir le côté émotionnel. Mais ce ne sont pas que aussi des appels à l'aide de l'inconscient. Il peut y avoir des messages émotionnels beaucoup plus profonds. Qu'est-ce qui se passe quand on n'y arrive pas? Même si ça s'est bien passé en séance, on a eu même plusieurs séances qui se sont bien passées, mais à chaque fois, quand on le fait soi, on rame un peu, on n'a pas les mêmes effets, on n'a pas les mêmes sensations, du coup on se décourage un petit peu. Qu'est-ce que tu conseilles? Je pense qu'il est important de poser un bon cadre en auto-hypnose. C'est très difficile d'avoir un cadre au début qui est satisfaisant, parce que quand on rentre chez soi, qu'il y a la famille, les enfants, qu'il y a du bruit, qu'il y a de l'agitement tout autour, c'est quand même très 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 compliqué de se poser pour faire de l'auto-hypnose. Donc déjà, poser un cadre qui soit le plus rassurant possible et sécurisant possible. C'est quoi ce cadre? Ça va être selon chacun, mais ça peut être tout seul dans une pièce, à l'écart, ça peut être dans un endroit isolé, ça peut être au milieu de tout le monde si on est sécurisé comme ça, mais en général, quand on n'y arrive pas, c'est souvent parce que déjà, le cadre ne s'y prête pas. Ou par exemple, on se laisse 5 minutes, alors qu'il en faudrait au moins 10 ou 15 pour que ça fonctionne la première fois. Donc si on se laisse que tous les jours 5 minutes,
ben en fait ça suffira pas. Ça suffira pas parce qu'on n'aura pas le premier échelon de franchi. Donc ça peut être intéressant au début quand on n'y arrive pas aussi de se donner du temps. Donc un cadre géographique qui soit le plus accueillant et sécurisant possible, et du temps, beaucoup de temps. Et ensuite de la patience, de la fréquence, le refaire régulièrement sans se dire que parce que ça n'a pas marché, c'est que je suis nul, que j'y arrive pas et que j'y arriverai jamais. C'est comme tout, il va falloir rater quelques fois avant qu'à un moment donné, il se produise un miracle et de « Oh, tiens, ça a bougé tout seul, ça y est, ça commence à progresser ». On en a déjà parlé dans un podcast précédent, mais quand même, rappelons-le sur l'auto-hypnose. Comment on fait? Donc, on se met debout, assis, les mains l'une devant l'autre. On parle à voix haute plutôt? Moi, je recommande une auto-hypnose où effectivement on parle à voix haute. Je pense que c'est le mieux. C'est pas forcément obligatoire tout le temps. Encore une fois, si on a des gens autour, c'est compliqué. Mais c'est le mieux. C'est ce qui permet de vraiment bien dissocier et d'avoir l'inconscient qui vient plus facilement. Ensuite, en termes de posture, plutôt debout, pour moi. J'aime pas trop la position assise et allongée, qui m'inspire plutôt des séances, on va dire, de relaxation, de détente, de massage, de décompression, etc. Donc c'est vrai que dès que je m'assois ou m'allonge, il y a un côté endormissant qui vient très rapidement en auto-hypnose et je lutte contre ça. Donc du coup, je vais plutôt chercher à le faire debout. Même l'écriture automatique, je vais tendance à avoir le faire debout, quitte à ce que je doive tenir le calepin dans une main et écrire de l'autre côté, si j'ai pas de table suffisamment haute. Moi, j'ai la chance d'avoir un bureau, là, je suis debout, donc j'ai la chance d'avoir un bureau très haut, donc je peux écrire comme ça debout, mais en écriture automatique. Mais pour ceux qui l'ont pas, même s'il faut tenir le calepin, moi, personnellement, je préfère le faire comme ça. Tu parles d'écriture automatique, on est d'accord que l'écriture automatique, c'est bien moins fréquent que l'auto-hypnose? Oui, encore une fois, en fonction du type de profil de vie qu'on a, vaut mieux limiter un maximum l'écriture automatique qui fait venir l'inconscient beaucoup plus au premier plan, qui lui laisse beaucoup plus de place pour s'exprimer, et à la fois pour faire du bien, et c'est trop cool, mais à la fois aussi pour appeler à l'aide, et c'est toujours à chaque fois le combo. Il y a une ouverture, un curseur entre le bien-être, le bonheur qu'on va ressentir et en même temps l'intégralité de l'écosystème à l'intérieur qui se sent plus ou moins satisfait. L'écriture automatique, elle pousse le curseur quand même très fort vers l'inconscient qui prend beaucoup de place, donc à limiter. Moi je dis souvent 1 fois par semaine, c'est déjà très bien pour la plupart des gens. Moi j'ai la chance d'avoir un type de vie qui me permet d'être entouré de personnes qui font la même chose que moi et qui sont dans la même dynamique que moi, donc je peux me permettre un petit peu plus, je peux me permettre d'ouvrir le curseur un peu plus, puisque finalement les gens autour me comprennent et j'ai un accès un peu plus libre aux émotions, ou en tout cas plus d'autorisation que beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'on dit du coup à nos clients finalement quand ils font de l'auto-hypnose? Est-ce qu'on leur dit aussi de nous tenir au courant un peu de ce qui se passe dans ces séances? Surtout les premières fois, je pense que les gens ont vraiment besoin d'aide les premières fois. C'est très dur, cette discipline, cette rigueur. On comprend pas trop l'intérêt, c'est un peu bizarre, l'inconscient, c'est vague, c'est vaste. Et c'est très compliqué de mettre une routine là-dessus. Donc moi, je leur demande régulièrement de m'envoyer un texto tous les jours. Ou par exemple, si je leur demande les 15 premiers jours, de le faire tous les jours pour essayer d'introduire la routine, d'essayer d'introduire un intérêt. Souvent l'intérêt on le voit pas au bout de 2 séances, on va le voir au bout de 5, 6, 7, quand on va vraiment garder une routine et une régularité, en tout cas une fréquence plus élevée. Et je leur demande donc de poser une question à leur inconscient et de m'envoyer un texto avec la réponse. Alors c'est une question lambda, ça peut être qu'est-ce que je vais manger ce soir, ou est-ce que je vais manger des pâtes? Non. Ok, j'envoie ça à Jean-Emmanuel, tiens j'ai posé la question est-ce que je vais manger des pâtes? Mon inconscient m'a répondu non. Et à partir de là en fait on crée une relation. Et lorsque l'inconscient ou ce que la personne aura envie de poser une question importante à son inconscient, elle pourra le faire. Donc tu reçois un texto par jour pendant 15 jours pour chaque client. Et si je ne le reçois pas, il faut que je relance en disant « Eh oh, vous m'avez oublié, vous deviez faire quelque chose ce soir. » Ok, donc il y a un vrai suivi aussi entre les séances par rapport à ça, par rapport à l'auto-hypnose. Tu lâches pas tes clients. Non, c'est vraiment important de leur proposer ce suivi-là, parce que comme je disais tout à l'heure, si on crée un mieux-être mais que derrière il n'est pas entretenu, c'est dommage, quoi. Donc vraiment, c'est la partie, je pense, la plus importante post-séance, le suivi, et d'assurer que l'auto-hypnose se met bien en place, qu'ils en comprennent l'intérêt, et ensuite ils le dosent comme ils le souhaitent.
avec plus ou moins d'ouverture, de fermeture, toujours ce curseur, et c'est eux qui voient ensuite en fonction de ce qui leur parle. Et du coup, je te pose la question pour les hypnothérapeutes qui nous écoutent. Du coup, comment tu fais pour gérer tous les clients que tu as en fonction de ce qu'il y a T'as un fichier Excel Non, je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre parce que j'ai peu de clients dans le sens où je fais que 2 séances par jour, que j'ai déjà 5 jours de formation toutes les 2 semaines. Donc c'est vrai que si je m'accorde déjà pas mal, 2 jours de clients par jour. Ouais, voilà, c'est 2 clients par jour, 3 jours par semaine, en gros. Et la plupart sont des personnes que je vois régulièrement depuis un petit moment déjà, donc qui savent faire, qui viennent finalement me voir pour avoir la visite des gros dossiers qu'ils ne savent pas faire tout seuls. En gros, j'ai cette émotion-là qui est montée, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce pour aller la libérer complètement. Je sens que j'arrive pas tout seul, mais hop, un petit tour d'hypnose et puis voilà. Alors c'est plus complexe que ça, mais l'idée c'est ça. Et donc j'ai très peu finalement de nouveaux clients à suivre là-dessus, comme j'ai pu en avoir un temps. Donc c'est vrai que je suis peut-être pas forcément la meilleure personne, la plus adéquate pour répondre. Mais toi, comment tu fais du coup ? Ben justement, je propose ce fichier Excel parce que c'est un peu rébarbatif, hein, on est d'accord, de faire un fichier Excel, mais enfin au moins c'est clair. Après moi j'ai une application noter, gérer, alors que j'utilise, je peux le dire, hein, j'ai une application Android qui s'appelle WeNote et qui permet, alors c'est payant, ça coûte je crois 5 €, un truc comme ça, et qui permet d'avoir des rappels quotidiens. Et donc du coup je vais mettre par exemple le nom de la personne et en fait j'enregistre et directement je vais être prévenu, par exemple le soir à 20h le prénom va s'afficher, ou à 21h ou à 22h comme je le souhaite, et donc il y a le numéro, il y a tout, donc je peux juste cliquer et j'envoie un SMS, et puis donc voilà, moi ça m'arrive. Tu pourras mettre pour les auditeurs tu pourras mettre pour les auditeurs le nom de l'application. Tu dis que c'est oui, après il y en a plein, c'est des applications qui servent à créer des tâches tout simplement, et avec des rappels. Moi j'utilise WeNote, mais je sais qu'il y a Notekeep de Google aussi qui fait ça, enfin il y en a quelques-unes il me semble. Notekeep peut-être pas les rappels, mais si je crois. Donc voilà, il y en a quelques-unes qui font ça, j'en mettrai 2-3 liens, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas, c'est bien, ça pourra nous aider. Merci Jean-Emmanuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette idée d'auto-hypnose ? On y reviendra, de toute façon on y revient souvent dans les podcasts sur l'auto-hypnose, sur le lien avec l'inconscient entre les séances, et puis cette habitude, cette hygiène de vie finalement à prendre. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça ? Je vais faire ma petite pub personnelle, parce que sur Onkar, fin décembre, j'ai lancé donc la formation d'auto-hypnose Onkar en ligne. Et oui. Ça coûte donc 50 €, et l'idée c'est d'avoir ce suivi en auto-hypnose avec des vidéos, avec des accompagnements que je propose, pour essayer petit à petit de gagner en autonomie. Donc c'est pas une formation d'auto-hypnose avec des vidéos où on écoute au casque et on attend que ça passe. C'est pas du tout ça, hein. Ce sont des vidéos d'enseignement pour apprendre à faire sur soi-même l'auto-hypnose. Et donc voilà, je le propose beaucoup à mes clients, je le propose du coup aussi à mes stagiaires, ceux qui veulent entretenir un lien avec leur inconscient et qui pensent avoir du mal à le faire tout seul. Une petite formation en ligne pour les aider m'a paru essentielle. Donc voilà, s'il y en a que ça intéresse, j'invite à aller faire un petit tour sur le site. Et oui, je peux dire que je l'ai faite et que je la trouve extrêmement bien faite. Merci. Bravo Jean-Emmanuel pour ça. Eh bien merci à vous toutes et tous, merci Jean-Emmanuel, et puis à très bientôt sur le prochain podcast qui sera très vite là. Merci Gabriel. Au revoir à tous.